Aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, l'homosexualité est punie par des peines extrêmement lourdes, parfois jusqu'à la prison à vie et dans certains cas très spécifiques, la peine de mort, notamment en Ouganda. Et pour justifier ces lois, une idée revient sans cesse, celle selon laquelle l'homosexualité ne ferait pas partie des cultures africaines, qu'elle serait étrangère ou même importée. Mais est-ce vraiment le cas? Lorsqu'on aborde la question de l'homosexualité en Afrique, on tombe très vite sur une affirmation qui semble aller de soi. Cela n'existait pas, ou alors cela aurait été introduit de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement que cette idée existe, c'est qu'elle est très rarement interrogée. Or, dès que l'on commence à s'appuyer sur des travaux scientifiques, notamment ceux du sociologue Charles Guébogo, publiés dans la revue Sociologos, cette évidence commence à se fissurer. Parce que ce que montre son travail, ce n'est pas seulement qu'il y aurait ou non des pratiques homosexuelles. En Afrique, explique-t-il, les études relatives à la construction sociale de la sexualité menées par les Africains eux-mêmes ont longtemps été relativement peu nombreuses ou moins visibles, surtout si on les compare à celles produites en Occident. Et cela ne tient pas à une absence de réalité, mais à un ensemble de facteurs parmi lesquels le poids des tabous. L'univers de la sexualité dans de nombreuses sociétés africaines est entouré de formes de retenue, de discrétion, et même lorsqu'il apparaît dans les récits, dans les contes ou dans les échanges, il le fait rarement de manière frontale. Il passe par des métaphores, des analogies, des ellipses, des détours. Autrement dit, il existe, mais il ne se dit pas. L'absence de discours explicite ne peut pas être interprétée mécaniquement comme une absence de pratique. Mais alors, si les sociétés parlent peu directement de ces questions, qui en a parlé à leur place? Qui a produit les premiers grands récits? Très souvent, ce sont des observateurs extérieurs, explorateurs, missionnaires, administrateurs coloniaux, puis plus tard, certains anthropologues occidentaux. Et ces regards ne sont pas neutres. Ils se construisent dans un contexte idéologique particulier et produisent, dans de nombreux cas, des représentations qui oscillent entre deux extrêmes. D'un côté, une vision des sociétés africaines comme naïve, proche de la nature, presque innocente, le fantasme du bon sauvage. Et de l'autre, une représentation inverse, celle de sociétés aux mœurs jugées déviantes ou excessives. Dans ce cadre-là, une idée va progressivement s'imposer. L'homosexualité serait absente du continent africain. Certains auteurs vont même plus loin. Ils ne se contentent pas de dire que cela n'existe pas. Ils vont tenter de cartographier les pratiques sexuelles à l'échelle du monde. C'est le cas de Richard Francis Burton qui propose au XIXe siècle l'idée d'une zone sotadique, une zone supposée concentrer certaines pratiques homo-érotiques. Et dans cette représentation, une grande partie de l'Afrique dite subsaharienne est placée en dehors de cette zone. Autrement dit, on ne se contente pas d'observer, on classe, on hiérarchise, on projette des catégories. Et ce qui ne rentre pas dans ces catégories est tout simplement exclu du champ du pensable. À l'époque coloniale, certains auteurs iront même jusqu'à affirmer que les rares pratiques observées seraient dues à l'influence extérieure, coloniale ou arabo-musulmane. Comme si ces réalités ne pouvaient être africaines qu'à condition d'être déjà altérées par un ailleurs. Et c'est ici que se situe le cœur du problème soulevé par Charles Guébogo. Ce qu'il cherche à faire, ce n'est pas simplement affirmer que ça existait, mais lever ce qu'il appelle un mythe, celui d'une Afrique qui n'aurait jamais connu l'homosexualité. Mais pour cela, il ne suffit pas de chercher des pratiques, il faut aussi interroger les catégories. Parce que pour conclure que quelque chose n'existe pas, encore faut-il savoir ce que l'on cherche. Or, dans ce cas précis, ce que l'on cherche, c'est souvent un mot, une catégorie.
l'homosexualité. Et ce mot lui-même est une construction historique. Il apparaît en Europe au XIXe siècle, notamment avec Karl Maria Kertbeny. Autrement dit, si l'on pose une question avec une catégorie moderne dans des sociétés qui ne l'ont pas produite sous cette forme, on risque de fabriquer soi-même l'absence que l'on croit observer. C'est pour cela que Gebogo opère un détour qui peut sembler surprenant, mais qui est en réalité essentiel. Il revient sur certaines généalogies occidentales de la notion d'homosexualité, notamment à travers la Grèce et la Rome antique. Mais il ne s'agit pas de dire que l'homosexualité naîtrait là. Il s'agit de montrer que certaines manières occidentales de penser ces relations se sont construites à partir de ces références. Dans la Grèce antique, par exemple, certaines relations entre hommes pouvaient, dans certains cas, s'inscrire dans des cadres sociaux très codifiés, parfois asymétriques, entre un adulte et un adolescent, dans des logiques d'initiation ou de transmission. À Rome, on observe d'autres configurations davantage liées au rapport de pouvoir, à la domination sociale, à la distinction entre actifs et passifs. Autrement dit, même dans l'histoire occidentale, les formes de relations entre personnes du même sexe ne se laissent pas réduire à une seule catégorie stable. Et c'est précisément pour cela que le concept moderne d'homosexualité ne peut pas être projeté tel quel sur toutes les sociétés. À partir de là, Gebogo introduit une distinction décisive, celle entre homosexualité au singulier et homosexualité au pluriel. Parce que ce que l'on regroupe aujourd'hui sous un seul terme recouvre en réalité des situations très différentes, des formes identitaires, mais aussi des pratiques circonstancielles, des configurations sociales spécifiques, des rapports de pouvoir, des contextes initiatiques. Il distingue ainsi l'homosexualité identitaire, la pseudo-homosexualité, l'homosexualité situationnelle et plus largement un ensemble d'homosexualité qui déborde largement la seule question de l'orientation sexuelle. On peut discuter certaines de ces catégories, les trouver larges, mais leur fonction est claire, éviter de réduire la complexité des réalités sociales à une seule définition contemporaine. Et c'est ici que son raisonnement prend toute sa force. Parce que si les catégories ne sont pas universelles, alors il faut chercher ailleurs. Il faut regarder comment ces réalités sont pensées, nommées, distinguées dans les sociétés elles-mêmes. Et c'est là que les langues africaines deviennent un terrain décisif. Car, contrairement à une idée reçue, certaines langues ne se contentent pas d'ignorer ces réalités. Elles peuvent, dans certains cas, les décrire avec précision, distinguer des rôles marqués, des positions, parfois même faire émerger des catégories de genre spécifiques. Mais là encore, Gebogo reste prudent. Le lexique seul ne suffit pas. Sans le contexte social, sans la compréhension des usages, il est difficile de conclure de manière définitive. Ce que montrent les langues, ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des indices, des traces, des formes de pensée. Et c'est précisément à ce niveau que la question change complètement de nature. Il ne s'agit plus simplement de demander si l'homosexualité existait ou non en Afrique. Il s'agit de comprendre comment certaines réalités ont été perçues, nommées, parfois invisibilisées ou même mal interprétées. Et surtout, de sortir d'une confusion majeure, celle qui consiste à prendre l'absence d'une catégorie occidentale pour une absence de réalité sociale. À partir de là, une autre voie s'ouvre, celle d'une enquête beaucoup plus fine, beaucoup plus exigeante. Et une question devient alors centrale. Quelle forme concrète ces réalités ont-elles pu prendre dans les sociétés africaines elles-mêmes? Et surtout, comment les langues africaines permettent-elles de comprendre autrement? C'est exactement ce que je te propose d'explorer dans la prochaine vidéo. Nous allons passer des grandes idées aux exemples concrets, aux catégories locales et à ce que les langues nous montrent réellement. Donc, si tu veux aller plus loin sur la question, je t'invite à regarder la partie 2. Pense à t'abonner et à très bientôt.